Bon, je pense que nous devrions commencer, même si j'avais espéré que Monsieur Henriette, qui est le répondant pour la première présentation, va nous rejoindre. Bon, peut-être il va arriver d'ici peu. Sinon, bon, nous allons être obligés de gérer la discussion sans le bénéfice d'un répondant dédié. Alors, nous sommes à la dernière séance aujourd'hui de notre séminaire qui fait partie du cours sur les frontières et les périphéries au Moyen Âge. Et nous sommes toujours avec cette 12e séance dans la périphérie nord-ouest de ce qui avait été l'espace impérial de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire nous sommes concrètement, encore une fois, dans l'Angleterre anglo-saxonne, grosso modo entre la fin du 8e et le 9e siècle. La période donc où le monde scandinave et particulièrement le monde des Vikings, sous-groupe des Scandinaves, n'est-ce pas, où ce monde rentre en contact hostile, certes, mais surtout plus intense avec le monde des royaumes anglo-saxons que nous avions discuté il y a quelques semaines. Dans les deux présentations d'aujourd'hui, donc de Kevin Bodo et de Rudy Alido, nous avons bon, deux ou trois textes, ça dépend comment on compte. Nous avons deux extraits de la chronique anglo-saxonne, donc a priori, d'une certaine façon, c'est le même ouvrage, mais c'est deux manuscrits différents que nous discutons, et il y a effectivement des différences entre les différentes versions de la chronique anglo-saxonne. Je ne sais pas si c'est très important pour la discussion du contenu que nous avons amené ici aujourd'hui, mais c'est quand même, je pense, quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La chronique anglo-saxonne n'existe pas, mais ce que nous avons, c'est des versions de la chronique anglo-saxonne. Le deuxième texte qui sera discuté aussi par M. Baudot est extrait des lettres d'Alcuin, d'un Northumbrian servant à la cour impériale de Charlemagne. Et cela nous donne la possibilité de comparer une perspective interne, donc celle de la chronique anglo-saxonne, qui montre un peu comment au IXe siècle est reconstruit par les anglo-saxons, au Xe par les chroniqueurs anglo-saxons, cette arrivée des premiers vikings en Angleterre. Et ce texte d'Alcuin nous permet en même temps de voir la réaction sur le continent. Donc cela nous permet de contextualiser un peu les soi-disant invasions vikings, quelle est leur importance à travers l'écho que ces premières incursions ont sur le continent. Donc, on peut nous interroger sur la question si ce sont des événements strictement locaux, évidemment, sont importants dans une chronique locale, ou si
l'arrivée des Vikings représente des événements et un processus plus systémiquement pertinent, modifiant aussi la pensée sur le monde politique de l'époque dans l'Empire carolingien sur le continent. Donc voilà, les textes, les deux textes, éventuellement trois, si nous considérons les différentes versions de la chronique anglo-saxonne, voilà, nous donnent l'occasion de voir un peu les, les rapports initiaux entre anglo-saxons et vikings et leur développement dans le temps depuis les premiers contacts hostiles de la fin du 8e siècle jusqu'au règne d'Alfred dans la deuxième moitié du 9e siècle. Bon, oui, je pense que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, nous avons une première présentation qui commence avec, non, pas nécessairement, mais qui met au centre des débats la réaction à Lindisfarne et des autres incursions précoces. Et nous avons une deuxième présentation, l'Angleterre, Alfred et les Vikings, conflit et unification, où nous voyons après deux générations de contacts comment les relations entre anglo-saxons et vikings ont évolué et aussi comment l'arrivée des vikings a modifié le paysage politique en Angleterre et conduisant d'une certaine façon à une unification politique de l'île la première fois après son sortie de l'État impérial, une unification politique sous la domination du royaume de Wessex, gouverné par Alfred, qui, depuis le surnom Alfred le Grand, cette œuvre d'unification politique de l'Angleterre sous le gouvernement de Wessex. Bon, donc je quitte la scène. Malheureusement, M. Henriette ne nous a pas rejoint entre-temps, mais je donne quand même la parole à M. Boudot pour le sujet Lindisfarne, action, réaction et excitation. Bonsoir. Le document que nous avons à analyser est composé de deux textes. La première texte, c'est une chronique anglo-saxonne de 787 à 851 qui nous parle des Vikings, l'arrivée des Vikings sur les terres anglo-saxons. Dans cette chronique, nous avons plusieurs expéditions vikings rapportées. L'autre document est une lettre d'Alcuin à l'évêque de Iqbal. Dans cette lettre, Alcuin lui parle du raid de l'incursion des Vikings dans la ville de Lindisfarne, notamment l'église, en 789.
93 de notre ère. Alcuin est un poète, savant et théologien anglais. C'est l'un des principaux amis et conseillers de Charlemagne. Il est né à Yorskine vers 735 et meurt à Tours en 804. Ces deux documents nous font part des débuts des expéditions des Vikings, les premiers contacts, on va dire, entre guillemets, des Vikings et les Anglo-Saxons. Ici, nous avons des contacts, des échanges entre ces deux groupes, ce qui nous mène à nous poser cette question. Peut-on considérer les premières expéditions des Vikings dans les royaumes anglo-saxons comme des expéditions de conquête? Et comment Alcuin considère-t-il l'incursion pas l'incursion, le raid de l'église de Lindisfarne? Dans un premier temps, nous allons voir les expéditions vikings, des expéditions de pillage. Et en second temps, nous allons voir le raid de Lindisfarne, un colère divin, point d'exclamation. Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a toujours eu des contacts entre le monde scandinave et le monde anglo-saxon. C'est pour cela que... Attendez. C'est pour cela que lorsque les Vikings arrivent pour la première fois en 787, le bailli croit que ce sont des marchands venus du nord. Ils avaient déjà été en contact. Ils avaient déjà eu des contacts et des échanges avec des hommes venus du nord, des marchands. Nous pouvons le voir dans le premier paragraphe. En 787, nous avons ici l'une des premières expéditions. Excusez-moi, oui. Et le bailli se rendit à cheval auprès des équipages et voulut les faire aller de force à la résidence du roi, car il ne savait pas il ne savait pas qu'est-ce qu'ils étaient et fut tué. Nous pouvons voir ici que, non, comme nous pouvons voir dans le texte, à leur arrivée, les Vikings sont considérés comme des marchands, étant donné que ce n'est pas la première fois que les Anglo-Saxons entrent en contact avec des gens du Nord, mais oui, ce sont pas c'est pas la première fois qu'ils entrent en contact, mais avec les Vikings peut-être. Comme nous pouvons voir dans le texte, les Vikings, ils étaient en groupe, mais c'était un groupe composé de 3 navires dans cette expédition. Après cette première contact, on va dire, nous avons ensuite des séries d'expéditions menées par les Vikings, notamment l'une des expéditions qui marque les Anglais, les Anglo-Saxons.
en 793 à Lindisfarne. En effet, nous avons un pillage de l'église de Lindisfarne. Nous pouvons le voir dans le texte au paragraphe 193. Les incursions déchirantes, Bayenfir, lamentable, ravage, ravage dans l'église de Dieu à Lindisfarne avec des rapes et des tueries. On considère souvent cette expédition comme la première contact entre les Vikings et les Anglo-Saxons, mais ce n'est pas le cas. Nous allons le voir avec la première expédition de 742. Nous assistons durant la fin du 8e siècle de notre ère à des expéditions vikings dans les territoires anglais qui, qui, ont, qui ont pour but de piller les villes. Il faut savoir que les villes scandinaves, le but de leurs expéditions de chercher du prestige, la richesse, ce qui les permettrait de monter en quelque sorte dans l'aristocratie viking. Un bon chef était évalué et respecté sur son prestige et ses succès dans ses expéditions. Les expéditions vikings de la fin du 8e siècle jusque dans les années 830 étaient des expéditions temporaires. C'est-à-dire ils pillaient les lieux et rentraient dans leur pays. De plus, les expéditions n'étaient pas fréquentes, mais après les années 830, nous assistons à des expéditions de plus en plus fréquentes et le mode d'opération change. Le nombre de navires vikings augmente considérablement. Nous passons de 3 navires en 787 à 35 navires en 832. Nous pouvons le voir dans le paragraphe 830. Le roi Engbert livra un combat aux pirates de 35 navires à Carthage. Nous notons également qu'ils font des alliances avec des groupes locaux. Nous pouvons le voir dans le paragraphe 835. Une grande flotte scandinave arriva en Cornouailles et s'allièrent avec en Cornouailles occidentale et ils s'allièrent avec eux et se mirent à faire la guerre à Egbert, roi de Wessex. Les expéditions sont de plus en plus fréquentes et les Vikings rentrent de plus en plus dans le territoire anglo-saxon. De 832 à 850. Nous pouvons le constater car ils arrivent jusqu'à Londres et ils affrontent aussi l'armée royale. Enfin, à partir des années 850, nous assistons à un changement dans les expéditions des Vikings. En effet, comme nous pouvons le voir dans le paragraphe 851, et pour la première fois, les païens restèrent durant l'hiver en Angleterre. En Angleterre, et durant je vais reprendre. Et pour la première fois, les païens restèrent durant l'hiver en Angleterre. Les Vikings restent sur place. Ils ne pillent plus et
et repartent. Ils restent à partir des années 850. De plus, nous passons de 3 navires à 350 en 851. Après les années 850, les Vikings changent à nouveau de mode dans leurs expéditions. Dans les années 860 à 870, ils s'installent sur les terres anglo-saxons et font venir leurs armées pour avancer prof- plus profondément dans le territoire. Nous assistons peut-être à un début de conquête de leur part, mais comme nous pouvons le voir, les premières expéditions avaient juste pour but de piller les villes. Ils cherchaient le prestige et la gloire. Nous allons passer à notre deuxième partie. D'autre part, nous pouvons voir ici que l'auteur Alcuin nous fait comprendre que le drame est dû à la faute des hommes. En effet, nous pouvons le voir dans le texte quand il dit, attendez, ou bien ce n'est que le début d'une douleur plus grande encore, ou bien ce sont les péchés des habitants qui ont valu cela. Non, ce n'est pas par hasard que cela s'est produit. C'est au contraire l'indice de quelques grandes responsabilités. Nous pouvons voir ici que l'auteur ne voit pas enfin, l'incursion des Vikings dans la ville de Lindisfarne comme un hasard, mais une punition parce que les hommes ne se comportent pas bien et ils font trop de péchés. Et ils devraient remédier et changer cela pour que la punition s'arrête. Il donne ensuite des exemples de ce qui s'était passé avec des villes dans l'histoire, notamment Jérusalem et tout. Dans cette lettre, Alcuin donne aussi une image des Vikings. Il, euh, il voit les Vikings comme, on va dire, un élément naturel, une punition de la colère divine qui, pour les punir, envoie des barbares sanguinaires. Alcuin fait cela passer, euh, Alcuin fait cette incursion passer comme un instrument de leçon morale. Il donne ici une image des, une image des Vikings qui sera enfin, qui va être utilisée comme définition des Vikings par la suite. Dans cette lettre, nous pouvons constater que le fait que Alcuin considère les Vikings comme un instrument de leçon morale a pour but de répondre aux symptômes
que, que rencontre le christianisme en Angleterre. Pour lui, Dieu est mécontent avec les chrétiens en Angleterre. Ils doivent trouver une réponse concrète, euh, et spirituelle, et améliorer la connaissance et la pratique du christianisme en réponse à cette menace des Vikings. Ici, dans ces deux textes, pour conclure, nous pouvons voir que les premières expéditions des Vikings ne sont pas des expéditions de conquête, mais plutôt les différents groupes sont à la recherche de prestige et succès pour pouvoir s'enrichir. Et le fait que Alcuin considère l'arrivée des Vikings comme une punition divine ou colère divine qui met à l'épreuve les anglo-saxons et en quelque sorte pour trouver et améliorer la pratique du christianisme en Angleterre. C'est bon. C'est tout, monsieur. Bon, merci pour cette présentation, mais non, restez. Oui, bon, quelques points ont été abordés, d'autres peut-être pas. Donc, nous avons pour la discussion aussi bien des questions sur les aspects déjà discutés, et peut-être des demandes de compléments sur d'autres choses. Je ne sais pas qui voudrait commencer avec les questions. Bon, comme d'habitude, hein, vous avez quelque chose dans le chat. Ah, c'est Madame Elasme qui veut savoir à qui s'adresse Alcuin dans la lettre. Dans la lettre, Alcuin s'adresse à l'évêque de l'église de Lindisfarne et aux habitants aussi. Bon, oui, bon, ça c'est pour ainsi dire l'adresse de la lettre, mais comme vous l'avez dit implicitement, Alcuin vise aussi un public un peu plus large, n'est-ce pas? Ben, il vise aussi la communauté, enfin les ceux qui habitent dans la ville et en général les croyants, les fidèles du christianisme en fait, les anglo-saxons. Bon, et peut-être encore plus large, c'est comme vous avez dit, les Vikings chez Alcuin sont un instrument de la colère divine, un outil pour corriger les fautes des chrétiens. Et donc, dans ce sens, la lettre explicitement adressée à l'évêque
à la communauté du monastère de Lindisfarne et aux chrétiens de Northumbria. Et dans ce sens, la lettre est une exhortation à la chrétienté émergente de changer son comportement. Donc, effectivement, la lettre est hautement rhétorique dans le sens que il y a l'événement concret, mais surtout il y a un constat général de la part d'Alcuin sur la situation du christianisme en Angleterre et dans le monde, situation qu'il juge peu satisfaisante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais il n'y a pas l'amour des richesses et des choses comme ça, non, si je ne me trompe pas, ouais. La vanité des vêtements et compagnie. Donc, la lettre est une exhortation aux chrétiens partout et surtout au clergé qui conduit ces chrétiens d'améliorer leur vie chrétienne et ainsi assurer la protection divine. Donc, ceci, dans le sens le plus large, le public d'Alcuin sont les chrétiens de son époque. Euh, Peut-être, vous l'avez dit, n'est-ce pas, il vient d'où, Alcuin? Il vient de... Attendez, il vient de l'Angleterre, de Works. Oui, Non, de Yorkshire. Yorkshire. Donc, Yorkshire moderne, Northumbria de l'époque. Donc, Alcuin vient de là où a lieu cette incursion à Lindisfarne. Il est devenu depuis un homme impérial à la cour de Charlemagne, De Charlemagne. il a quand même des racines dans le nord de l'Angleterre. Et bon, on peut supposer que peut-être il a toujours un intérêt particulier pour Northumbria, pour sa patrie. Et donc, la lettre qui, au sens le plus large, s'adresse à la chrétienté, s'adresse, je pense, aussi aux chrétiens anglais, plus particulièrement aux chrétiens du Nord. Donc c'est une sorte de lettre à sa patrie qu'il a quittée, où il cherche à exhorter ses compatriotes, entre guillemets, à mieux se comporter. Bon, ça va pour la question du public d'Alcuin. Apparemment. Alors moi aussi, je voulais poser une question qui en fait là aussi nous ramène au début des contacts hostiles entre Vikings et Anglo-Saxons. Et comme on voit dans la chronique, Lindisfarne n'est pas le premier contact. Loin de là, nous avons le petit épisode de 787 où trois navires des Vikings arrivent et l'autorité locale pense que, bon voilà, encore une fois, c'est des marchands venus de quelque part, donc c'est sans doute pas les premiers Scandinaves non plus qui arrivent dans l'Angleterre. Pourtant, vous avez dit Lindisfarne, donc 793, est souvent considéré comme le début des contacts entre Vikings et anglo-saxons. Pourquoi Lindisfarne, pensez-vous,
prend une place tellement emblématique dans l'histoire viking de l'Angleterre. Vu que, voilà, c'est pas le premier contact, c'est pas une occupation durable, pourquoi donc aussi bien chez les contemporains, voire Alcuin, et même dans l'historiographie qui suit, donc la chronique anglo-saxonne jusqu'à nous, pourquoi Lindisfarne est tellement emblématique. Ben, parce que elle est déterminante parce que ils- les Vikings attaquent une église et puis l'église et ils voient ça comme comment dire ça que pour eux les Vikings ont le but de s'attaquer qu'aux églises, aux monastères, mais c'est pas le cas. Et aussi parce que ben les autres, la première expédition, c'était, enfin, on va dire, elle était juste, ils avaient juste pillé peut-être, ils avaient juste pillé une ville, alors que là, c'est une église et enfin les églises, elles sont sacrées. Et c'est aussi, enfin, le début par la suite, il y aura d'autres expéditions de plus en plus importantes, en fait. Oui. Bon, il y a aussi l'aspect de la religion est important. Les Vikings, un nouveau phénomène à l'époque, même si les Scandinaves en général, sous forme de marchands par exemple, ne sont pas inconnus. Les Vikings sont un nouveau phénomène et donc les Anglais et aussi les continentaux de l'époque cherchent à les définir, cherchent à saisir de quoi il s'agit là avec ces Vikings. Et le modèle choisi est le modèle classique de l'Empire romain. Les Vikings sont des barbares païens. Il n'y a pas connaissance précise sur les Vikings, donc ils ont mis dans la même catégorie de gens que les barbares depuis des siècles maintenant. C'est les autres qui se distinguent notamment par leur religion qui n'est pas chrétienne. Et donc, vu que les Vikings sont inventés comme un barbare païen, leur première attaque contre un monastère confirme leur identité et ainsi vraiment construit un modèle. Lindisfarne est la confirmation concrète de l'identité des Scandinaves arrivant en Angleterre par les contemporains. On sait qu'est-ce que c'est le barbare païen, théoriquement, et Lindisfarne montre que concrètement, ces gens-là, avec leurs bateaux, sont des barbares païens. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre voudrait poser une question. Madame Charles? Non. Monsieur Abakamofou? Quelque chose à demander?
quelque chose à rajouter? Madame Alido, vous qui connaissez bien maintenant, je suppose, la suite de l'histoire au IXe siècle, quelque chose concernant le début des contacts. Non, c'est pas très bon. Non. Bon, alors, bon, vous avez très bien décrit l'évolution, donc nous passons d'incursions très ponctuelles, donc, rapides pour le butin et pour le prestige, à des incursions avec plus de navires, avec pénétration plus profonde du territoire. Lindisfarne, après tout, est sur la côte. Des incursions qui sont aussi de plus longue durée, dans le sens que petit à petit, les Vikings passent l'hiver en Angleterre. Et donc, bon, ça c'est le processus. Personne qui le contesterait, surtout pas en utilisant la chronique anglo-saxonne. Mais il y a une question qui va avec, à laquelle on n'a pas encore vraiment répondu, je pense, qui est importante et qui mérite d'être discutée. Pourquoi cette évolution? Donc, nous passons de quelques navires qui pillent un monastère à plus de navires qui pillent des campagnes et même des villes, à des armées, des expéditions plutôt qui restent pendant des mois, à des expéditions, bon, ça c'est plus vraiment le, le texte ici, à des expéditions qui saisissent du territoire en permanence. Pourquoi? C'est quoi la dynamique derrière? Pourquoi on ne reste pas au modèle Lindisfarne pour toujours avec les Scandinaves qui de temps en temps débarquent pour, dans une société viking, gagner du prestige et du butin? Peut-être parce que c'est, enfin, vers la fin des années 850 à 860, ben, il y a plus en plus d'hommes. Ben, on peut considérer ça comme ça comme le fait que les Vikings ont changé peut-être de perspective. Ils veulent, comment dire, on peut dire que c'est le début des conquêtes et le fait d'établir, de rester avancé, ben, c'est le début de l'établissement on va pas dire de royaume, mais c'est en phase en fait. Parce qu'après les années 60, ben, il y aura les années 60-70, il y aura un début où les Vikings vont commencer à, on va dire, parler de politique en quelque sorte. Quand je dis politique, c'est le fait de conquérir et régner sur des territoires. Ben, c'est peut-être dans ce dynamique que cela change. Et le fait aussi que il, il change de perspective, en fait. Enfin, je crois. Peut-être nous pouvons diviser la question en
deux volets. Alors, d'une part, il y a la chose dont vous venez de parler encore une fois, la transformation que les premiers raids, les premiers pillages causent chez les Vikings eux-mêmes. Les Vikings étant, n'est-ce pas, une petite minorité seulement des Scandinaves, mais le succès d'une série d'expéditions de pillage renforce les structures hiérarchiques de la société, des sociétés plurielles en Scandinavie, en affirmant une aristocratie guerrière et donc produisant un système qui a de plus en plus de moyens pour lancer des expéditions de l'autre côté de la mer, mais qui en même temps a de plus en plus besoin de ces expéditions pour faire fonctionner les dynamiques de société, pour confirmer les hiérarchies qui ont émergé à la suite des premières incursions. Donc ça c'est la première partie. Le début des raids sur les côtes anglaises initie une transformation de la société viking qui rend les vikings de plus en plus capables de monter des expéditions plus grandes et de plus longue durée et même de conquête. Cela rend les Vikings de plus en plus dépendants en même temps de cette guerre, parce que maintenant c'est plus une société dominée, je ne sais pas, par le commerce, par l'agriculture et compagnie, mais les expéditions d'outre-mer sont devenues un élément intégrant et structurant en Scandinavie. Bon, donc ça c'est un volet de la question. Le deuxième volet, c'est ce qui se passe en Angleterre. Vous avez mentionné que une année donnée, oui, en 835, une grande flotte scandinave arrive en Cornouailles occidentale et les Cornouaillais s'allient avec ces Vikings. Donc, il faut peut-être aussi prendre en compte l'effet quand les Peut-être Vikings c'est se projetaient. Oui. peut-être c'est parce que aussi le fait que ce qui se passe en Angleterre dans les années 30, je crois que, enfin 830, ben, l'Angleterre est mal gérée. Du coup, les Vikings en profitent pour avancer. Et aussi, dans l'armée anglaise, ben, c'est pas top top. Ils sont pas, en fait, ils étaient pas armés pour ce genre d'attaque, en fait. Du coup, ils sont un peu surpris et, enfin, je crois, peut-être c'est par rapport à ça. Est-ce que les Vikings sont seulement une menace pour les Anglais? Non, pour aussi les autres communautés. Hmm. Oui, donc il y a des individus et des groupes dans ce mosaïque anglo-saxon en Angleterre pour lesquels les Vikings sont une opportunité et une ressource. Les rebelles de Cornouailles, sans doute, n'étaient pas les seuls qui se réjouissaient euh, d'arriver d'hommes armés pour leur donner un avantage dans des conflits intérieurs en Angleterre. Euh,
notre texte, c'est la chronique anglo-saxonne, donc qui, sous le règne à partir plutôt du règne d'Alfred, réécrit l'histoire pour, pour, pour créer les invasions vikings auxquelles Alfred a résisté. Une histoire où l'unification sous l'égide de Wessex est causée par les invasions vikings, mais c'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé parce que il reste comme des traces dans les chroniques, dans la chronique anglo-saxonne, que parfois les Vikings sont les bienvenus et jouent un rôle de, je sais pas, quelque part entre mercenaires et alliés dans les conflits d'une Angleterre divisée et, comme vous venez de le dire, souvent mal gouvernée, faiblement gouvernée. Les royaumes sont petits, ils ont souvent en guerre les uns contre les autres. Et donc, l'arrivée par-ci et par-là de 10 bateaux, de 20 bateaux, avec quelques centaines de vikings, je suppose, souvent vu comme une ressource pour les rivaux anglo-saxons. Donc, le mouvement prend de l'ampleur non seulement à cause des effets que les incursions ont sur les Vikings, le mouvement prend de l'ampleur aussi parce que certains éléments en Angleterre encouragent l'arrivée de plus en plus de Vikings. Si on veut, les Vikings du 9e siècle sont un peu comme les Anglo-Saxons eux-mêmes du 5e et du 6e siècle. Envahisseurs dans une petite mesure, mais surtout ressources militaires disponibles et souvent invitées par les locaux. Ok, bon, donc ça c'est ça. Nous avons largement le temps pour un autre petit sujet. À moi de t'introduire. Ah, oui. Comment est-ce que vous étiez au courant que lui, il pouvait venir? Alors moi, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? Euh, J'aimerais bien savoir, comme ils venaient pour mener leur incursion, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que comme les autres ne sont pas revenus, ils pouvaient encore débarquer? Et vous voulez savoir quelles informations sur l'Angleterre rapportent les Vikings, c'est ça? Comment? Vous voulez savoir quelles informations, quel feedback les Vikings ont de leurs expéditions en Angleterre? Oui. Ah, ok. Alors? Là, moi, personne, je sais pas trop, mais je pense pas que les Vikings ont des informations ou les Anglo-Saxons ont des informations sur eux-mêmes. Ben, pour moi, en fait, c'est comme c'est l'effet, enfin, c'est l'effet de surprise en fait. Quand les Vikings débarquent, ben, dans les villes, ben, ça commence à attaquer, ben, ils sonnent les cloches comme dans les films. C'est peut-être comme ça, mais le fait que les Vikings ou enfin, les Anglo-Saxons connaissent
la position ou bien l'arrivée des Vikings, bon, je sais pas trop. Bon, évidemment, nous ne savons rien de concret et la chronique anglo-saxonne et Alcuin aussi, qui s'intéresse à l'Angleterre, ne nous dit pas grand-chose là-dessus. En revanche, vu que la mer du Nord forme une sorte d'espace, commence au moins à former une sorte d'espace intégré avec des relations commerciales, là aussi des relations maintenant politiques et militaires. Il faut peut-être pas imaginer qu'il y a une sorte de fossé entre l'Angleterre et la Scandinavie. L'information circule. Il n'y a pas seulement les expéditions armées, mais il y a sans doute plus de va-et-vient entre les deux côtés de la mer du Nord. Donc, bon, je ne sais pas si les Vikings savent quelque chose de bien concret sur l'Angleterre, mais ça fait partie quand même euh, du monde connu pour eux. Je sais pas, on est peut-être tous sous l'influence de la série Viking où Ragnar Lothbrok part effectivement dans l'océan inconnu et découvre l'Angleterre et tout le reste, mais bon, ça c'est pas très réaliste. La réalité, c'est que les Vikings à travers des relations de commerce, de voyageurs, d'échanges, ont une idée de qu'est-ce que c'est l'Angleterre, qu'est-ce qui se passe avec les bateaux qui arrivent et qui rentrent. Parce que bon, avant tout, au début, ils rentrent toujours. Et c'est pas qu'il y a 30 bateaux qui partent et 30 bateaux qui rentrent. Je suppose il y a un qui rentre pour donner des informations, pour ramener plus de matériel. Je sais pas, moi je vois ça comme un contact assez intense qui élargit les connaissances sur les autres des deux côtés de la mer du Nord. Mais bon, ça c'est ce que je pense. Effectivement, les textes ne disent rien sur qu'est-ce que les Vikings savent, pensent. Nous pouvons seulement euh, les juger sur leur impact qu'ils ont sur l'Angleterre et sur le continent. Euh, J'avais une dernière question concernant Alcuin. Euh, c'est, comme vous avez dit très correctement, c'est Alcuin qui construit le modèle des Vikings, euh, mais il y a aussi l'autre côté. La lettre nous dit aussi quelque chose sur la vision de l'Angleterre chez Alcuin. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez mentionné, mais pas vraiment exploité. Qu'est-ce que vous pensez de la comparaison explicite qui est faite avec Jérusalem et Rome? L'Angleterre, l'Indisfarne en plus particulier, est envahie comme Jérusalem, comme Rome. Qu'est-ce qu'elle fait, cette comparaison de l'Angleterre? Bon, on pourrait considérer enfin l'Angleterre comme enfin comme le Jérusalem ou le Rome de l'Europe du Nord en fait. Enfin, je sais pas trop.
Ça vous paraît pas exagéré, trois Gugus quelque part en Angleterre, comparé avec Rome, la capitale de l'Empire pendant des siècles? C'est un peu exagéré. Qu'est-ce qu'Alcuin cherche à faire ici? Enfin, à démontrer que en Angleterre, ils sont peut-être autant enfin que l'Angleterre c'est une ville sainte, je sais pas trop. Oui, oui, je pense effectivement c'est ça. Euh, et Alcuin nous construit un modèle du Viking qui finalement est très générique. Voilà, c'est l'instrument de la punition divine. On voit bien que les Vikings en soi l'intéressent pas beaucoup. En revanche, l'Angleterre l'intéresse et il la présente vraiment comme le nouveau centre de la chrétienté. La troisième génération après Jérusalem et Rome, des centres spirituels des chrétiens maintenant pour Alcuin se trouvent en Angleterre. Évidemment, c'est pas très réaliste, euh, mais on voit que ce qui est vraiment important pour Alcuin, c'est pas la taille des villes ou le prestige de l'histoire. Ce qui est important pour lui, c'est la profondeur du christianisme. Et dans ce sens, l'Angleterre chez Alcuin est appelée à prendre la relève. Donc, il est particulièrement problématique qu'il y a non seulement des chrétiens ordinaires, mais qu'il y a des prêtres et des évêques qui ne se comportent pas en bons chrétiens, parce que l'Angleterre n'est pas n'importe quel territoire lambda où il y a des chrétiens. Alcuin, l'Angleterre chez Alcuin est la nouvelle Jérusalem, le nouveau centre de la chrétienté, d'où la renaissance du christianisme doit partir. Donc, toutes ces exhortations et ces comparaisons qui peuvent être très exagérées, sembler très exagérées avec ce qui pour Alcuin sont les grands royaumes chrétiens de l'Antiquité, Jérusalem et Rome. Bon, est-ce que quelqu'un a une dernière question ou une dernière remarque? Personne se manifeste. Bon, donc je remercie encore une fois M. Boudot pour la présentation et participation dans la discussion. Nous passons la parole à Ruby Alido. Et son répondant entre-temps est parti, qui était là au début du séminaire. M. Abakamofou. Bon, si lui était là, ce serait un bonus, mais Madame Alido, au moins, est avec nous. Donc, bienvenue parmi nous, comme d'hab. Et je vous laisse la parole pour une deuxième page sur l'Angleterre viking. Cette fois, la phase de la reconquête, si on veut appeler ça comme ça, pendant la deuxième moitié du 9e siècle. Madame Alido. Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un texte qui tourne autour des Vikings et du monde anglo-saxon, en s'appuyant sur le chronique anglo-saxon A, allant de l'année 860 à 874. Il nous est question dans cette étude de porter un regard sur
les anglo-saxons, en s'appuyant sur un des manuscrits des chroniques anglo-saxons, le Parker Chronicle, qui se dit aussi le Chronique anglo-saxon A. Ce support datant du Xe siècle et représente l'ensemble de manuscrits qui ont été rassemblés sous le règne d'Alfred de 871 à 899, et ont été écrits à Winchester. Ce dernier est composé de 7 manuscrits interdépendants, numéros par la lettre alphabétique, allant de la lettre A à la lettre G. La chronique retrace l'histoire des Anglais face aux invasions des Vikings. Pour développer ce sujet, on va se demander comment les Anglo-Saxons ont-ils fait face aux campagnes vikings et quelles stratégies ces peuples emploient-ils. L'auteur dans cette chronique nous décrit les campagnes et les stratégies qui ont été employées par les Anglo-Saxons durant l'invasion des Vikings. Pour développer cette question, nous allons voir dans une première partie la grande invasion des Vikings, en expliquant dans un petit A le passage des Vikings du Viking barbare navigateur et en un petit B à un barbare conquérant. Et par le développement de nouvelles méthodes. Ensuite, nous allons expliquer dans une deuxième partie la mise à mal du royaume Wessex. En développant dans une première sous-partie la menace du pouvoir central par l'avance des Vikings et finir par le riposte du roi Alfred en jouant sur son prestige. Donc, pour cela, nous allons voir en cette première partie le début de la grande campagne viking, tel qu'il est mentionné par l'auteur dans ses premières lignes. Ici, en 860, le roi Aldvaud mourut et son corps repose à Cerbonne. Et son frère Aldbrid lui succéda dans tout son royaume, Wessex. Et il gouverna en bonne tranquillité, et sous son règne, une grande flotte scandinave aborda et elle détruisit Winchester. Dans cette partie, l'auteur nous montre que le peuple viking, qui est aussi traduit par Alcuin de York, comme un peuple étranger, violent et barbare. Les Vikings sont des navigateurs qui se satisfait par des raids avec l'acquisition de butin à travers des pillages. L'auteur nous parle par la suite d'armées païennes, ce qui nous renvoie au raid du 8 juin 793 où Alcuin développe l'image des Vikings comme des païens d'outre-mer qui n'ont pas de respect pour la religion, définis comme étant des sauvages qui ont violé le sanctuaire. Cette image de barbare destructeur qui prend la fuite après l'acquisition de butin, comme le traduit le texte, je cite, « Une grande flotte scandinave aborda et elle détruisit Winchester. Et l'Aldoran, Osric et ses hommes, plus loin, s'opposèrent à cette armée et la mirent en fuite. » Cette image prend alors une nouvelle tournure en 865 avec les nouvelles méthodes de raid, ce qui nous emmène dans notre petit B, le barbare conquérant. Tel que l'auteur nous l'exprime en 865. Ici, en 865, l'armée païenne s'installa dans l'île de Thanet et fit la paix avec les habitants du Kent. Et ceux-ci leur promirent de l'argent en échange de cette paix.
L'auteur souligne dans ce passage le début des campements de l'armée scandinave. En effet, le terme viking dans the Old English signifie ritt, qui désigne campement, ce qui explique l'intensification des expéditions vers la fin du 8e et le début du 9e siècle vers l'Angleterre. Mais où s'installe-t-il et pourquoi? L'auteur nous parle dans ce ligne en 866. Une grande armée scandinave arriva en Angleterre et prit ses quartiers divers en East Anglia. Et là, ils se munirent de chevaux et on fit la paix avec eux. Nous pouvons voir que la grande armée, comme l'exprime l'auteur, font leur expédition sur les côtes des terres anglaises. On note en cette année 866 environ 2000 à 3000 vikings qui sont en installation permanente en Angleterre. Cette organisation montre le passage des raids ponctuels à des raids plus organisés, qui sera favorable car ils font des avancées dans les terres, passant d'un simple raid à des invasions. Je cite, ici en 867, l'armée traversant l'embouchure de Humber se rendit d'East Anglia à Northumbria. Et tard dans la même année, les Northumbriens se mirent à battre l'armée scandinave. Les Northumbriens furent massacrés en grand nombre, tant en dedans qu'en dehors. Il poursuit dans l'année 868. La même armée scandinave s'avança en Mercie jusqu'à Nottingham et prit ses quartiers. Burger et son conseil demandèrent au roi Alfred de Wessex et son frère Alfred de les aider à combattre l'armée. Dans ce paragraphe, l'auteur nous exprime la prise de Northumbria par le refus de bataille de Northumbriens pour instaurer la paix en 867, et aussi de l'apparition d'Alfred aux côtés de son frère, le roi Alfred, roi de Wessex, pour Edinburgh of Mercia contre l'invasion barbare, depuis leur apparition en 865 à East Anglia. Alors, le début de la grande campagne viking est défini par un changement dans leur méthode de, si j'ose dire, guerre, par la mise en place de raids organisés en s'installant sur les côtes anglaises, pour avancer dans des terres, par la prise de frontières et de villes, ce qui nous envoie dans notre seconde partie, la mise à mal du royaume anglo-saxon. L'auteur évoque par la suite, en effet, l'auteur nous parle par la suite. Ici, l'armée païenne s'installa dans l'île Thanet et fit la paix avec les habitants du Kent, et ceux-ci promirent de l'argent en échange de la paix. Excusez-moi, je me suis trompée. Ici, en l'année 867, l'armée traversa l'embouchure de Humber, se rendit d'East Anglia à York, en Northumbria, et tard dans la même année, les Northumbriens se mirent à battre l'armée scandinave. En effet, l'avancée des terres et la prise des villes est favorable pour les guerriers vikings en termes de ravitaillement de leur armée, mais aussi en termes d'affirmation de leurs forces, ce qui explique l'arrivée progressive de nouveaux troupes, comme l'exprime l'auteur en 877. Après cette bataille, arriva une grande flotte scandinave. Les Vikings avancent en 862 jusqu'à York. Ils arrivèrent à Tickford en 870 et aussi à Reading en Wessex, où,
comme l'explique l'auteur, l'armée scandinave arriva à Reading en Wessex et 3 nuits plus tard, 2 jarls allèrent à cheval reconnaître le pays. Plus loin, 4 nuits plus tard, le roi Alfred et son frère Alfred conduisirent des forces importantes à Reading et livrent une bataille à l'armée. En effet, l'avancée vers le Wessex par les Danois a pour but la déstabilisation du pouvoir central. L'envahissement des Danois ont alors pour objectif la chute du royaume de Wessex ou la prise totale des Anglo-Saxons. Face à cette armée, le roi et son frère vont riposter, là où Alfred va jouer sur le prestige. Ce qui nous emmène dans notre petit B, le riposte prestigieux du roi. Après la bataille au campement des Danois à Reading, Alfred et son roi livrent une nouvelle bataille à Ashdown. Je cite, « Et 4 nuits plus tard, les rois Alfred et son frère Alfred livrent bataille à toute l'armée d'Ashdown. Et les Danois divisent en 2 corps. Ici, l'auteur nous décrit les différentes... Dans tout ce passage, l'auteur nous décrit les différentes batailles menées contre les Danois avec une victoire durant la bataille d'Ashdown. Une période d'affrontement qui s'achève par une paix. Je cite, « Les habitants du Wessex firent la paix avec l'armée. » Une paix que l'on peut supposer comme étant avec l'attribution de rançon avec un paiement. Mais nous pouvons voir que l'auteur décrit les affrontements comme si Alfred et son roi connaissaient la position des Danois, car je ne pense pas qu'ils sont venus en rendez-vous. On peut alors supposer qu'il y a existence d'éclaireurs, si j'ose dire, mais que dire de l'armée dirigée par Alfred, qui devient par la suite roi de Wessex, là où Alfred périt en 871 durant la bataille. Le riposte d'Alfred qui se joue principalement sur son prestige, avec la volonté de repousser les Danois en résistant aux différentes batailles, avec des troupes civiles, je suppose que ce sont des troupes civiles, car l'auteur dit que 4 nuits plus tard, le roi Alfred et son frère Alfred conduisirent des forces importantes. Pourquoi pas préciser que ce sont des armées, mais des forces importantes à Reading. Ensuite, l'auteur nous montre par la suite que... excusez-moi. Avec l'avancée des troupes civiles, pour la préservation de leurs terres, ce qui fait gagner Alfred en prestige, notamment avec sa victoire à Ashdown. Je cite, « Le roi Alfred combattit les troupes des rois. Plus loin, son frère Alfred combattit les troupes des jarls. Alors furent tués les jarls, ce qui marque une victoire. » L'auteur nous montre par la suite que les Danois sont dans une posture d'intégration et d'établissement de royaume, si j'ose dire. Je cite, « Et les 3 rois scandinaves, Godrun,
Asketil et animé, je sais pas, à l'ère de Reps à Cambridge, ou encore Adam distribue des terres en Northumbria et il laboure la terre et vécurent de ces produits. On peut supposer qu'il y a peut-être une mise en place de royaume client dans cette partie. L'auteur poursuit dans l'année 878. L'armée scandinave, au milieu de l'hiver, puis entra et a dérobé dans Chippenham, conquit le territoire de Wessex et l'occupa. Et ils refoulèrent un grand nombre de ses habitants au-delà de la mer et subjuguèrent la majeure partie du reste et la soumirent à l'exception du roi Alfred. Dans ce passage, nous pouvons comprendre que le chef des invasions danois, Gudrun, livre bataille à Alfred en janvier 878 à Chippenham, situé au sud-ouest de l'Angleterre, sur la rivière Avon, dans la partie nord-est du comté. Alfred échappe à l'attaque. Oui, à l'attaque. Dans les marais du Somerset à Atnet. Nous pouvons noter par là la volonté du roi à améliorer l'armée avec, à la suite du texte, je cite étant dans la même année, le Northumbrien s'aimera pas plus en une seconde. Celui-ci, suivi seulement de quelques hommes, se réfugia à grande peine dans les Landes en longeant les forêts. Et le même hiver, le frère Ivar de Halfdan, qui était en Wessex, se trouva dans le Devonshire avec 23 navires. Plus loin, il dit qu'avec quelques hommes construisit les fortifications dans l'îlot à Torney et de ces retranchements, il fit guerre à l'armée. Ce qui marque une volonté du roi à améliorer l'armée avec la construction de fortifications, avec un aspect qui met en avant l'image du roi prestigieux. Cette construction explique, si j'ose dire, la mise en place de guérilla parce qu'il n'a pas une très grande armée, mais avec les quelques hommes qui y restent, ils vont faire la guerre à Gudrun. Suite à cette auteur, à travers ça, l'auteur nous explique montée en prestige du roi en disant qu'il fit guerre à l'armée aidé par ceux d'entre les habitants de Somerset qui se trouvaient le plus près de là. Et puis, la 7e semaine après Pâques, il se rendit à cheval à Pierrebridge, à l'est de la forêt de Seldon, et là il vinrent à lui tous les hommes de Somerset, de Wiltshire et de la partie du Humphire située
en deçà de la mer et ils se jouirent de l'arrivée du roi. Réjouir de l'arrivée du roi, excusez-moi. La montée en prestige du roi. Dans cette partie, on comprend que la montée en prestige du roi parmi les habitants du royaume anglo-saxon lui fait gagner en nombre de combattants face aux Danois. L'auteur poursuit en nous disant que il alla de ce camp à Iléoac. Ensuite, une autre nuit à Edington et il livra bataille à l'armée entière et il les mit en fuite. Et les poursuivit à cheval jusque dans leur retranchement et il assiégea durant 15 jours. Donc, dans cette partie, l'auteur insiste sur le caractère prestigieux du roi qui fait de lui un roi, si on ose dire, victorieux. Cette victoire qui met un terme aux incursions telles que l'exprime l'auteur, et l'armée lui donna des otages et lui jura solennellement de quitter son royaume. Et ils lui promirent aussi que le roi Godwin recevrait le baptême et ils accomplirent tout cela. L'auteur souligne l'aspect du baptême pour nous faire voir le début d'une négociation entre Godwin, chef des invasions danois, qui se fait baptiser au nom d'Alstam, si je ne me trompe pas. Cette négociation se poursuit par la signature d'un traité où Godwin va se mettre en retrait dans l'est de l'Angleterre en 880 et va fonder un État, semi-chrétien, avec une paix entre les deux peuples en 886. Cette victoire et collaboration en acceptant la division de l'Angleterre en parlant de l'Angleterre, on parle du Wessex d'Alfred au sud et à l'ouest, et du Viking d'Inlaw au nord et à l'est de l'Angleterre. Mais cette victoire, si on veut dire collaboration, met le roi dans une position très prestigieuse, passant d'un statut du roi Wessex en considérant comme étant un roi des anglo-saxons. Ainsi, pour conclure, nous pouvons voir que les Vikings, en termes d'invasion, changent de stratégie en passant d'une raid ponctuelle à des raids organisés afin de ravitailler leur armée. Une méthode qui fait croître l'arrivée des Vikings sur les côtes anglaises. Face à cette campagne, Alfred riposte en jouant principalement sur son prestige, afin d'avoir plus de prestige parmi sa population, on va dire. Et une stratégie qui met le roi dans une position de roi guerrier, défenseur face aux Vikings. Voilà. Oh. Et c'était la fin de la conclusion ou ça continue? C'est la conclusion. Ah, ok, d'accord. Bon, donc, merci pour cette présentation d'un extrait de la chronique anglo-saxonne.
autour du roi Alfred et ses contacts avec les Vikings. Alors, votre répondant dit que j'ai enfin réussi à me connecter, j'ai un problème de connexion, mais M. Abakamofu est quand même là, je dirais. M. Abakamofu, vous nous entendez, vous avez 2-3 mots à dire en réponse à la présentation de Mme Alido. Monsieur Abakamofu, vous avez la parole. Vous m'entendez? Ah oui, on vous entend. Ah, bon. Bah, ce que j'ai pu, c'est que bah, d'après Ruby, l'auteur, les États anglais sont dans une posture d'information et, et qu'il y a la mise en place pour les barbares d'un royaume client. Et que bon, bah, c'est que je viens d'arriver et c'est cette partie-là que j'ai pu, bon, que ma connexion. J'ai pu voir que, d'après mes recherches, les batailles qu'a mené contre les barbares. Puis, après, bon, j'ai pas pu avoir beaucoup que ma connexion j'ai pas pu entendre ce qu'on a pu dire. Sinon, j'ai des questions à poser. Oui, c'est bien, passons aux questions. J'ai rien entendu. Après, je peux poser comme question que euh, les avances en barbares ont-ils fragilisé l'Angleterre? Comment? Je ne vous entends pas, monsieur. Monsieur, je ne vous entends pas. Si je dois répéter, Ah oui, pardon, j'avais... les avances en barbares ont-ils fragilisé l'Angleterre? Je ne sais pas. Bah si, vous le savez parce que vous avez déjà discuté la question, donc si vous pouvez peut-être résumer un peu quel impact ont les expéditions des années 60 et 70 sur l'Angleterre. Comment? Quel impact ont les différents
les différentes invasions des années 60 et 70 sur les royaumes en Angleterre. Est-ce que cela fragilise l'Angleterre dans son ensemble? Bon, quel effet ça produit? Effectivement, ça serait bien si on pouvait systématiser un peu ça. Bon, vous êtes concentré surtout sur Alfred et qu'est-ce qu'Alfred en tire personnellement, mais plus généralement, les invasions vikings, que font-elles avec l'Angleterre dans les années 860-870? Je dirais que l'invasion marque remet en question la défense de l'Angleterre en termes d'armée. L'armée remet en question la défense de l'armée anglaise, des Anglais. Et d'un point de vue général, je dirais que l'invasion barbare a été comme une leçon pour renforcer l'armée, les armées anglo-saxonnes. Et aussi par la mise en place de défense pour mieux défendre leur royaume. Et dans la partie où l'auteur nous explique que et là vint à lui tous les hommes de Somerset et Wiltshire et de la partie de Hampshire, située au-deçà de la mer. Cela peut aussi bien expliquer le fait qu'ils s'unissent contre les attaques et les ennemis. Oui, donc les invasions vikings potentiellement sont une opportunité pour le renforcement du pouvoir des rois en Angleterre. La menace des invasions et des pillages donne une opportunité aux rois de se distinguer comme défenseurs de leur peuple. C'est une opportunité pour eux de gagner du prestige, d'attirer, comme dans l'exemple que vous venez de citer, d'attirer d'autres tribus, d'autres régions vers eux, parce que face à un ennemi, les rois sont les seuls qui arrivent à potentiellement assurer la défense. Donc voilà, ça donne un nouveau rôle au roi. Mais il faut voir un autre aspect de la question. Est-ce que l'Angleterre est politiquement unifiée dans les années 860-870? Non. Il n'y a pas une Angleterre avec un roi. Nous sommes dans une Angleterre qui est marquée par la compétition, la coexistence et souvent la compétition entre différents royaumes anglo-saxons. Moi, je trouve que curieusement, les invasions vikings ne fragilisent pas l'Angleterre anglo-saxonne en général, mais plutôt la renforcent parce que en éliminant quelques-uns des compétiteurs anglo-saxons, Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent et compagnie, en mettant de la pression sur certains royaumes anglo-saxons, surtout à l'Est, les Vikings donnent l'opportunité au royaume de Wessex de se distinguer. Donc le roi peut montrer qu'il est mieux que ses collègues qui perdent contre les anglo-saxons. Et surtout, en affaiblissant les compétiteurs anglo-saxons de Wessex, les incursions vikings donnent une opportunité à Wessex pour devenir
le centre et le noyau d'une Angleterre politiquement unifiée. Donc voilà, est-ce que les royaumes anglo-saxons sont fragilisés? Oui, les royaumes anglo-saxons sont sans doute fragilisés, mais peut-être l'Angleterre anglo-saxonne, en fin de compte, pas immédiatement, mais avec un peu de temps, l'Angleterre anglo-saxonne est renforcée dans le sens que les Vikings préparent la domination de Wessex. Entre-temps, M. Awakamofu a posé une question par écrit. Pourquoi il y a eu la prise de Northumbria? A-t-elle une place symbolique? Madame Alido, je vous laisse réfléchir sur la question. Pourquoi il y a eu la prise de Northumbria? A-t-elle une place symbolique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la prise de Northumbria? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu la prise de Northumbria, mais après, je peux dire que Northumbria devient la base on va dire, là où si j'ose dire, la base, le centre des invasions vikings. Mais après, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Northumbria? Je ne peux pas y répondre. Peut-être par l'avancée, parce qu'il était plus près d'East Anglia. Comme ils avancent dans les terres, ils font de la côte vers l'intérieur. C'est la ville qu'ils ont saisie. Bon, je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai pas une réponse plus compliquée non plus. Les Vikings, logiquement, arrivent sur la côte. Bon, ça peut être effectivement aussi la côte sud de l'Angleterre, mais il n'est peut-être pas étonnant que Northumbria, donc le nord de l'Angleterre, qui pour eux est l'autre face de la mer du Nord, devient le centre et le noyau du royaume viking en Angleterre. Ça, moi, c'est le plus proche, peut-être la partie qui est la plus scandinave de l'Angleterre et ainsi préférée pour l'installation permanente, pour une colonisation de l'Angleterre. Je ne sais pas, moi je vois pas surtout je vois pas de signification symbolique. Donc ils débarquent, les Vikings débarquent à l'est, sur la côte est, donc East Anglia, et de là pénètre vers l'intérieur et par le nord. Et donc, quand Alfred finalement conclut un traité qui partage le territoire, ils finissent avec un royaume qui est centré sur Northumbria. Je pense. Il n'y a pas plus de mystère que ça à la question de la localisation du centre du royaume viking en Angleterre. Alors, il y a une autre question qui passe posée par l'écrit. Alfred n'avait-il pas plus d'impact, de puissance que le roi? Que quel roi? C'est pas très clair comme question, je suis désolé. Alfred, et vous voulez dire par rapport à son frère, hein, à Wessex, par rapport à quel roi? Alfred, c'est un roi. Oui, d'accord. Ah oui, ok. Donc, le couple des frères royaux à Wessex, comment ça marche?
Madame Alidou? Oui, excusez-moi. Du coup, je pense que je ne dirais pas que je ne sais plus la question, mais je dirais plus que Alfred est décrit comme étant plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, comme étant, il a plus de bravoure que Fargbal, je ne sais pas. Je ne vais pas dire qu'il a plus de puissance que son frère, parce qu'il ne régnait pas. Il n'était pas encore roi. Mais je dirais qu'il a joué sur le côté assez prestigieux. Après, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ben, il faut prendre en compte la date de la chronique anglo-saxonne. Elle a été écrite, bon, voilà, le manuscrit que vous discutez date du Xe siècle, mais la chronique est quand même une production du règne d'Alfred. Et je pense que c'est ça ce qui répond vraiment à la question pourquoi Alfred, dès le départ, paraît comme plus important que son frère Ethelred dans la chronique. Ben parce que bon, c'est lui qui, par la suite, mène les combats contre les Vikings et surtout arrive à établir Wessex comme le seul royaume anglo-saxon face aux Vikings. Donc, c'est pas étonnant que la chronique du règne d'Alfred, roi des Anglais, et pas seulement roi de Wessex, donne un rôle important dès le départ à Alfred, même si effectivement le vrai, entre guillemets, le vrai roi, en fait, le roi principal, le roi senior, c'est son frère Ethelred. Comment le pouvoir était réellement partagé entre les deux, ça, nous ne pouvons pas le reconstruire à partir de la chronique anglo-saxonne. Ce que la chronique anglo-saxonne nous dit, c'est que voilà, elle est un produit du règne d'Alfred, et donc Alfred is the man depuis le début. Bon, encore une question. La stratégie de guerre d'Alfred contre les barbares. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question vaste. C'est quoi la stratégie de guerre d'Alfred? Stratégie de guerre. Je dirais plus que Alfred a... Alfred. Bon, si on prend l'exemple de la bataille d'Ashdown, oui, d'Ashdown, on peut dire que c'est comme si Alfred était au courant parce que c'est lui qui gagne la bataille. Et on peut dire qu'il a une certaine connaissance des lieux où les Danois allaient se retrouver. Et on peut aussi dire qu'il joue sur... il se pose dans une position de roi assez... bon, quand il est devenu roi, il se pose dans une position d'un roi assez courageux, puisqu'il tient en tête. Et après, on peut dire que
en jouant sur une pastille. Et stratégie de guerre. Avec la mise en place des fortifications comme il est décrit, et après cela, le roi Alfred et quelques hommes construisit des fortifications. Et je ne sais pas. Il se pose dans une position de roi défenseur. Mais décrire toute sa stratégie, c'est tout ce que je peux dire. Bon, c'est une stratégie complexe de long terme, donc tout ce que vous venez de dire fait partie. Réorganisation du royaume pour réorganiser l'armée, construction d'infrastructures, par exemple de fortifications. Il y a un volet diplomatique. Le prestige des quelques succès d'Alfred attire des nouveaux alliés. Donc, voilà, si on peut donner un nom à ça, c'est une stratégie de réforme de Wessex qui, petit à petit, transforme le Wessex en une puissance militaire capable de tenir tête aux armées vikings. Bon, je suis désolé, j'ai un deuxième séminaire maintenant. Donc, concluons la séance ici. Je remercie nos deux présentateurs, notre répondant et les quelques personnes qui ont assisté comme auditeurs. J'espère que vous avez tiré quelque chose de ce cours sur les frontières et les périphéries, plus particulièrement du séminaire sur les textes qui va avec. C'est ça, hein, c'est la fin du module. Il reste que l'examen, ne l'oubliez pas, vous avez encore une bonne semaine, mais pas beaucoup plus qu'une bonne semaine. Donc, je remercie tout le monde et j'espère vous revoir bientôt. Merci et à la prochaine.